vous souhaite la bienvenue dans cet épisode tout à fait spécial, puisque aujourd'hui il n'y aura aucune invitée ni aucun invité. C'est un épisode de podcast que je répète tous les ans depuis l'année dernière et qui va être séparé en gros en trois grands chapitres. Premièrement, une foire aux questions. Je vous ai demandé de me poser des questions sur différentes plateformes auxquelles je vais répondre. Ensuite, il y aura une évolution de mes opinions sur différents sujets. Et pour finir, un bilan et futur de Le Futurologue, mon projet. Où on va revenir en grosso modo sur ce qui s'est passé en 2024 et puis ce que je prévois pour 2025. Si vous êtes intéressé par une question particulière dans chacune de ces thématiques, je vous mets les timecodes en description afin que vous puissiez naviguer le plus simplement du monde. Commençons du coup par la foire aux questions et puis la toute première question. Qu'est-ce qui te motive à te lever tous les matins pour travailler ? Et pour répondre à ça, je dirais que c'est principalement un sentiment d'urgence, notamment lié à l'intelligence artificielle. En fait, pour éclaircir au mieux ce que je veux vous dire, j'ai écrit un tout petit texte que je vais vous lire. L'année dernière, j'avais déjà pris conscience de la révolution anthropologique que représentera la super-intelligence artificielle, mais je n'avais pas intégré émotionnellement ce que cela signifie. J'en suis maintenant convaincu. Les prochaines années marqueront un tournant historique. Nous sommes de plus en plus proches d'un emballement inarrêtable qui pourrait marquer la fin de l'humanité. Désormais, je m'endors chaque soir en sachant que, pendant la nuit, quelqu'un pourrait créer la dernière invention de l'humanité. Je suis ébahi de vivre cette période de l'histoire et je ressens un vertige planétaire. Donc voilà, je pense que ça résume assez bien les choses. Et puis, en plus de ce vertige planétaire que je décris, il y a aussi quand même la possibilité de tirer les choses dans le bon sens pour faire en sorte que cette révolution technologique qu'on est en train de vivre puisse apporter des bénéfices et pas tous les risques que on développe au fur et à mesure de ces différents épisodes de podcast. Et j'essaye donc, à travers ce projet, de faire ma part, de tirer le plus possible les choses dans ce sens. En plus, il faut dire qu'il y a vraiment très très peu de ressources en français sur les risques de l'intelligence artificielle. Donc j'essaye de combler un peu ce gap qu'il peut y avoir. Beaucoup de gens aimeraient s'informer sur ces sujets, mais peu de contenu existe. Donc je fais au maximum pour que ces gens aient du contenu afin de s'informer au mieux. Et le sujet de l'intelligence artificielle m'intéresse beaucoup à titre personnel. Après, si vraiment, disons, j'étais dans une optique de maximiser mon bonheur personnel, peut-être que je ne parlerai pas que de ça, mais j'essaye aussi de maximiser mon impact. Et il me semble vraiment que l'intelligence artificielle, en particulier la super intelligence artificielle, sera une technologie extrêmement impactante dans les prochaines années et j'essaye de faire au mieux pour que qu'elle aille dans la trajectoire la plus bénéfique possible. Donc concrètement à la question qu'est-ce qui me motive à me lever tous les matins, c'est un petit peu ça, essayer de faire en sorte que la trajectoire de l'intelligence artificielle se passe au mieux. Ensuite on me demande quel est mon pari bayésien sur l'arrivée de l'IA générale et sur les scénarios qui pourraient survenir. Donc, petit rappel, l'IA générale, c'est grosso modo une IA qui a plus ou moins toutes les capacités qu'un humain a avec un ordinateur. Donc, toutes les tâches intellectuelles qu'un humain pourrait faire, une IA générale pourrait le faire également. Quelle est la probabilité qu'une telle technologie arrive ? Personnellement, j'y ai mis 40% d'ici 2027, 80% d'ici 2032 et 95% d'ici 2035. Ce sont mes paris personnels pour répondre à la question. Et évidemment, quand on me demande les scénarios qui pourraient subvenir, avec une IA générale, on peut penser à un nombre de scénarios catastrophiques extrêmement importants, des pandémies artificielles qui pourraient être modifiées avec l'intelligence artificielle pour rendre les virus beaucoup plus virulents. Et puis ça permettrait aussi de démocratiser ce genre de technologie à beaucoup plus de gens. Beaucoup plus de gens pourraient créer ce genre de pandémie artificielle. On pense aussi à des cyberattaques massives. Si on se retrouve avec des IA qui savent mieux coder que des humains, beaucoup mieux identifier les failles des systèmes informatiques, on pourrait se retrouver avec
Vraiment une catastrophe informatique de très grande ampleur. On peut aussi penser à de la persuasion des niveaux surhumains. Qu'est-ce qui se passe lorsque une intelligence artificielle sait mieux persuader que le plus grand des gourous et qu'elle peut le faire à globalement tous les humains de la Terre de façon personnalisée. On pourrait arriver à des scénarios extrêmement graves très très vite. Et ce genre de scénario, c'est aussi des scénarios que je vais essayer de développer en 2025, que ce soit au travers de vidéos ou de podcasts. Et après, pour moi, tous ces dangers que je viens d'évoquer sont vraiment extrêmement importants, mais le plus important d'entre eux, c'est que j'estime plus ou moins à 90% le fait qu'une IA générale engendrera une super intelligence artificielle dans moins de 5 ans après sa création. Ce qui veut dire concrètement qu'on pourrait passer d'une IA de niveau humain à une intelligence artificielle dépassant très largement tous les humains sur Terre de plusieurs ordres de grandeur en moins de 5 ans. Pourquoi ? Simplement parce que si on a une IA générale, ça veut dire qu'elle est également capable de faire de la recherche en intelligence artificielle mieux que les humains en sont capables. Et si on met des dizaines de milliers de ces intelligences artificielles à travailler sur le fait d'atteindre de nouveaux paradigmes en intelligence artificielle, on pourrait très rapidement se retrouver avec une super intelligence artificielle. Ça, c'est un des scénarios, mais il pourrait y en avoir d'autres. Peut-être que l'IA pourrait s'auto-améliorer, peut-être qu'elle pourrait trouver des trouver des nouvelles manières d'augmenter la puissance de calcul, qu'elle pourrait générer ses propres données. Enfin, il pourrait vraiment y avoir de nombreux scénarios qui mènent d'une IA générale à une super intelligence en moins de 5 ans à partir de la création de l'IA générale. Et lorsqu'on arrive à une super intelligence artificielle, là on est vraiment dans un flou absolu sur ce qui se passe dans le monde. Et c'est notamment là qu'il pourrait arriver ce qu'on appelle des risques existentiels, donc qui pourraient amener jusqu'à l'extinction de l'humanité dans le pire des scénarios. Donc c'est des scénarios qui me paraissent relativement probables, et je suis tout à fait disposé à changer d'avis là-dessus finalement. C'est vrai que pour l'instant, malgré tous les invités que j'ai pu avoir qui ne croient pas particulièrement en ces scénarios, il n'y en a jamais un qui a réussi à déboulonner finalement une des briques de la chaîne logique qui m'amène à ce résultat. Et je vois effectivement que de très 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 nombreux experts très importants et éminents dans l'intelligence artificielle pensent la même chose que moi. Donc je vois que je ne suis pas seul à avoir d'arriver à cette conclusion. Donc ça me fait d'autant plus peur et ça me motive d'autant plus du coup à me lever le matin pour travailler, pour répondre à la question précédente. Après, pour finir là-dessus, je pense que c'est important de dire que ces probabilités ne sont pas chiffrées parce que j'ai fait une étude particulière qui aboutit à ce résultat, etc. Non, c'est beaucoup plus du ressenti. Et j'ai reçu quelques retours me disant que ce genre de chiffres étaient vraiment au doigt mouillé et qu'il faudrait mieux ne pas les dire plutôt que de dire des choses qui n'ont aucun sens. Et j'aimerais faire une clarification là-dessus parce que je suis pas d'accord avec ça, dans le sens où c'est souvent utilisé en fait pour communiquer une opinion beaucoup plus précise qu'avec des termes comme oui, il y a peu de chance, c'est non négligeable, c'est quasi certain. Par rapport à ces termes, le fait de mettre un chiffre, un pourcentage, réduit très largement les ambiguïtés et les interprétations possibles. Donc, je trouve ça beaucoup plus utile et très pertinent comme façon de communiquer, mais il ne faut pas, parce que c'est des chiffres, penser que c'est quelque chose d'absolument certain et ça va se passer comme ça. Non, ça reste effectivement au doigt mouillé avec des raisonnements logiques derrière quand même, que j'essaye de garder les plus solides possibles, mais où il peut y avoir des erreurs à chaque endroit. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant de raisonner en probabilité, parce que ça permet de faire évoluer cette probabilité de façon beaucoup plus continue en fonction des nouvelles informations qu'on a à disposition.
Si demain j'ai une nouvelle information qui me permet de penser que en réalité il y a beaucoup moins de chances qu'une IA générale amène à une super IA par exemple, bah, je pourrais faire baisser cette probabilité et on raisonne pas de façon binaire, oui je pense que ça arrive, non je ne pense que ça arrive pas, on donne plutôt un certain pourcentage de probabilité à ces différents scénarios, ce qui me semble beaucoup plus sain comme façon de raisonner. Ensuite, on me demande quelles sont, d'après toi, les meilleures approches pour réduire les risques causés par les IA. Euh, donc pour répondre à cette question, je ne vais pas vraiment y répondre d'un point de vue technique. J'ai pas énormément d'avis d'un point de vue technique, j'en ai quelques-uns, mais pas énormément pour que ça soit vraiment intéressant à détailler, je pense. Par contre, d'un point de vue de la gouvernance, là je pense que je peux apporter quelques éléments. Et pour moi, la première chose à faire, ce serait une pause mondiale dans le développement des IA générales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but de tous les grands laboratoires en intelligence artificielle, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à cette intelligence générale dont on parlait, une IA qui aurait toutes les capacités intellectuelles humaines. Et ils pensent y arriver dans les prochaines années, hein. Quand je vous donnais ces pourcentages, c'est aussi basé sur la probabilité qu'eux-mêmes, en tant que laboratoire d'intelligence artificielle, mettent pour y arriver. Je pense que c'est vraiment important de mettre ces modèles en pause parce que, comme on l'a vu, ces modèles pourraient très rapidement amener à une super intelligence artificielle et à des risques qui sont existentiels. Concrètement, aujourd'hui, il y a un domaine qui s'appelle la sécurité de l'intelligence artificielle, un domaine scientifique qui a plus de 15 ans et dont les conclusions, c'est que si on crée une intelligence artificielle, une super intelligence artificielle, avec ce qu'on sait aujourd'hui pour faire en sorte que ces machines ne fassent pas n'importe quoi et restent sous notre contrôle, eh ben on ne sait pas le faire. On arriverait très rapidement à l'extinction ou à une dystopie totale. Donc ça me semble vraiment important de ne pas arriver dans ces scénarios et de faire une pause sur le développement de ces IA jusqu'à ce qu'on sache comment les créer de façon contrôlée, puis aussi de façon plus démocratique, parce que aujourd'hui, qui choisit qu'on développe ce genre de technologie? Ben, pas grand monde. Ce sont quelques milliers de personnes dans la Silicon Valley et en Chine principalement qui développent ces nouvelles technologies sans qu'on ait une autre mot à dire. Et la plupart des citoyens, quand on va discuter avec eux dans la rue, ne sont pas particulièrement enthousiasmés par le fait d'avoir bientôt une intelligence artificielle supérieure à eux. Donc je pense qu'il faut prendre en compte aussi un peu plus cette démocratie là-dedans et ne pas simplement laisser dicter nos choix technologiques par quelques milliardaires. Voilà. Ensuite, la pause, malheureusement, ne suffira pas. Je pense que derrière cette pause va faire déjà que beaucoup d'investissements devra être mis ailleurs et aussi que beaucoup de talents, de personnes qui travaillent actuellement sur ces secteurs, sur le secteur du développement des IA générales, devront être mis ailleurs également. Donc ça signifie une réallocation des ressources qu'il faut faire. Et cette réallocation des ressources, je pense que le plus pertinent, c'est de la faire notamment sur les domaines de la sécurité de l'IA. Beaucoup de chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur les capacités de cette IA pourraient se mettre à travailler sur la sécurité. Et également sur des IA plus spécialisées, beaucoup moins dangereuses, qui n'ont pas un usage général. Je pense par exemple à des IA diagnostic médical ou des IA qui permettent d'optimiser le réseau électrique ou ce genre de choses, des IA qui sont extrêmement utiles et qui ne posent pas d'immenses risques, notamment pas de risque existentiel. Donc après, à quel point est-ce que ces choses que je mets en avant ont vraiment des chances d'arriver? J'ai un peu changé d'avis là-dessus. Je vais vous lire un petit texte aussi que j'avais préparé pour vous expliquer ce changement d'avis. L'année dernière, j'estimais à 0,5% la probabilité d'une pause définitive dans le développement des IA générales. Aujourd'hui, cette estimation me paraît largement surestimée. Je l'évalue plutôt à environ 0,003%. En revanche, j'accorde une probabilité bien plus élevée, autour de 5%, à l'instauration d'une pause temporaire dans le développement des IA de pointe, le temps de maîtriser la création d'une IA sécurisée. Une telle pause me semble utile, mais insuffisante, car avec le temps, la possibilité de créer des IA surhumaines sera accessible à un nombre croissant d'acteurs, rendant le marché de plus en plus difficile à surveiller.
À terme, l'apparition d'une super IA souveraine me paraît quasi inévitable, sauf si un autre risque existentiel survient avant. Et c'est important ici de préciser que lorsque je parle de super IA souveraine, ce n'est pas une super IA souveraine dans le sens la souveraineté d'un pays, par exemple une super IA dédiée à la France, c'est plus une IA qui aurait le contrôle du monde globalement. Je pense qu'à terme, si on crée une super intelligence artificielle, ça va être très difficile de faire en sorte que cette super intelligence artificielle ne prenne pas le contrôle du monde. À mon avis, le jeu va plutôt être de faire en sorte que cette super intelligence artificielle soit aligné avec nos objectifs et créer un monde qui nous paraisse chouette plutôt que de ne pas la créer ou de la créer de telle sorte à ce qu'elle ne prenne pas le contrôle du monde. C'est un point de vue que je pourrais développer. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la seule possibilité, parce que ne jamais créer de super IA me paraît très très peu probable. Comme je l'ai dit, c'est une technologie qui va être de plus en plus simple à faire, de plus en plus d'acteurs pourront le faire avec des coûts et une nécessité dans l'hardware est de moins en moins grande, ce qui fait que ça va devenir de plus en plus difficile à contrôler, de plus en plus difficile à surveiller, et ça rend presque inévitable à terme la création de ce genre de technologie. Donc, donc voilà un petit peu ce que je proposerais pour faire en sorte de réduire les risques. Et là, je parle bien sûr des risques existentiels, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire pour réduire les autres types de risques, hein. Notamment des audits externes, faire en sorte que... enfin, encore une fois, ça c'est plus des choses techniques, donc je vais pas trop m'aventurer là-dessus, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on pourrait faire, bien sûr. Ensuite, c'était pas vraiment une question, la prochaine, c'est plus une remarque de quelqu'un qui me dit je trouve que ta chaîne est trop centrée sur les dangers de l'IA et pas assez sur ses potentiels. Et du coup, ma réponse à ça, c'est que j'aimerais bien parler des bénéfices de l'IA et même d'autres sujets, hein. Comme je l'ai dit avant, j'aimerais beaucoup aborder d'autres sujets sur ce podcast ou dans mes contenus de façon plus générale. Ça m'intéresserait de parler de libre arbitre, de politique, de théorie des jeux, d'antispécisme. Il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent, mais ce ne sont pas les sujets les plus utiles ou sur lesquels je pourrais avoir le plus d'impact. Donc pour l'instant, c'est vrai que je me recentre sur les risques de l'IA. Ça me semble vraiment être là où je peux avoir le plus d'utilité finalement. Et je profite quand même de cette question pour préciser que je ne suis pas technophobe. Euh, Même si je mets souvent en avant les risques de l'intelligence artificielle, en réalité je suis plutôt enthousiaste sur la plupart des progrès techniques. C'est juste que là, il me semble qu'on va trop loin et que c'est une technologie particulièrement dangereuse qu'on est en train de développer. Euh, et d'ailleurs, je précise aussi que les IA les plus utiles, par exemple, j'ai cité des IA en médecine, dans le diagnostic médical, par exemple, ou dans l'optimisation de l'électricité, ou même des IA plus basiques, mais qui améliorent notre vie au quotidien, comme l'intelligence artificielle qui va améliorer vos photos dès que vous allez en prendre une avec votre téléphone. Et bien ça, ce sont des IA qui sont extrêmement utiles au quotidien, mais qui ne sont pas du tout des sortes de proto-intelligence artificielle générale. Ce ne sont pas ce genre d'intelligence artificielle qui ont une probabilité non négligeable d'amener à des risques d'extinction. Ce sont des IA beaucoup plus générales, comme par exemple des grands modèles de langage comme ChatGPT ou d'autres IA comme ça. Finalement, la plupart des IA qui nous sont utiles au quotidien et dont on ne se rend même pas compte de l'existence, eh bien, ne sont pas des IA générales. Et donc, une pause dans les IA générales, finalement, ne changerait pas grand-chose à notre vie et on pourrait même continuer le développement des IA spécialisées en apportant énormément de bénéfices à tout le monde à travers ces IA spécialisées, justement. Donc qui se concentrent sur un domaine spécifique plutôt que d'essayer de remplacer l'humain sur toutes les tâches en même temps. Ensuite, on me demande est-ce que je compte continuer à réaliser des vidéos sur ma chaîne principale. Et du coup, j'en profite pour dire que oui, effectivement, j'ai une chaîne YouTube principale qui s'appelle Le Futurologue si vous n'êtes pas abonné. Donc là, a priori, vous écoutez cet épisode sur Le Futurologue podcast, mais juste Le Futurologue sur YouTube et vous tomberez sur ma chaîne principale. Pour l'instant, en 2025, j'ai publié 2 vidéos sur cette chaîne. Mon but, ça serait d'en faire 6. Non, pardon, je disais en 2025. En 2024, j'ai publié 2 vidéos. Et j'aimerais en faire 6 en 2025. Mais des vidéos
beaucoup plus travaillés, disons, des sortes de mini-documentaires, qui ont aussi le potentiel de faire beaucoup plus de vues que ne font ces épisodes de podcast, et donc aussi plus d'impact et me permettant d'atteindre une sorte d'indépendance financière peut-être plus rapidement également. Donc voilà, 6, ça voudrait dire plus ou moins une vidéo tous les 2 mois. C'est l'objectif que je me fixe, étant donné que c'est des vidéos qui vont demander un temps considérable à faire. Et justement, la prochaine question me demande est-ce que je ne serais pas atteint du syndrome d'Antoine Daniel. Je trouve ça amusant comme nom. Donc c'est le fait de vouloir proposer des vidéos de meilleure qualité à chaque fois, et donc par conséquent de me retrouver totalement inhibé par la complexité que représente la prochaine vidéo. Et effectivement, si j'ai publié que 2 vidéos en 2024, ce n'est pas pour rien. Il me semble que l'année d'avant, en 2023, j'en avais aussi publié que 2. Et si c'est ça qui se passe, c'est parce qu'effectivement, ce genre de vidéo me demande énormément de temps et de discipline, surtout par rapport aux vidéos que je veux faire. Et encore, là, les vidéos que j'ai produites cette année et l'année passée ne sont clairement pas au niveau de ce que j'aimerais produire en 2025. Donc c'est vraiment des choses qui vont me demander un temps considérable. Alors, bien sûr, je pourrais faire plein de petites vidéos. Par exemple, en 2024, j'avais sorti une vidéo sur O1, une des 2 vidéos dont je parle, qui était le dernier modèle d'OpenAI au moment où je l'ai sorti. Mais voilà, c'est des petites vidéos de 10 minutes et je ne suis vraiment pas sûr que ça soit là où je suis bon, en fait. Je pense que d'autres le font bien mieux que moi. Et donc je préfère me concentrer là où je peux vraiment apporter de la valeur, dans des vidéos poussées, explicatives, accessibles au grand public, bien montées, avec de la musique et tout ce qu'il faut pour que ça accroche le spectateur jusqu'à la fin. Je vais essayer de faire ça au maximum en 2025, tout en continuant ces épisodes de podcast toutes les 2 semaines. Donc ça va être une cadence qui ne va pas être simple à tenir, mais je vais faire au maximum. Et après, au-delà, disons, de l'investissement en temps et en énergie mentale que me demande ce genre de vidéo, il y a aussi un investissement financier, n'empêche. Parce que maintenant, j'essaye de plus en plus de déléguer le montage de ce genre de vidéos. Sinon, vraiment, je ne pourrais pas les faire, j'aurais juste pas le temps. Et l'énergie mentale, c'est encore moins. Donc j'essaye de déléguer le montage de ce genre de vidéos. Mais évidemment, comme ce sont des vidéos qui sont longues, particulièrement bien montées, ça demande un investissement financier considérable. Et donc chaque vidéo, à quelque part, me fait perdre de l'argent. Donc c'est pas évident. Mais je vais tout faire pour augmenter la cadence en 2025 et j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube principale, je vous laisse le faire, le Futurologue. Il y a le lien en description d'ailleurs. Prochaine question, on me demande comment est-ce que je fais pour créer un podcast. Du coup, les différentes étapes, c'est d'abord d'identifier l'invité. Je vais essayer d'écouter plein d'émissions, de lire des livres, etc. Et quand je tombe sur un invité qui me paraît particulièrement intéressant, eh bien, je vais le contacter. Généralement, on me répond pas la première fois, donc je fais des relances, et au bout de quelques relances, j'ai l'invité qui me répond oui ou non. Et si l'invité me répond oui, alors on essaye de planifier la date, l'heure, le lieu d'enregistrement. Ensuite, je vais louer le studio en question pour enregistrer. Je vais essayer d'ingurgiter la plupart des contenus qu'a produit cette personne, que ce soit des conférences, des interviews, des livres, etc., afin d'avoir vraiment le plus d'informations sur ses idées, et puis pouvoir ensuite, par la suite, trouver des questions originales, et puis aussi des angles, sur lesquels rebondir qui soient les plus pertinents possibles. C'est vrai que si je ne consommais pas tous ces contenus en avance, j'aurais beaucoup de peine à faire cela. Donc c'est pour ça que je le fais. Ensuite, faut bien sûr aller au studio et puis enregistrer l'épisode, faire connaissance avec l'invité, enregistrer tout ça. Puis quand je reviens chez moi, bien sûr, faire le montage, publier tout ça sur toutes les plateformes, aussi bien audio que vidéo.
Et puis finalement, faire la promotion de l'épisode sur tous les réseaux sociaux. Donc c'est un processus qui prend quand même considérablement plus de temps que ce qu'on peut penser, je pense, en tant que spectateur. Et d'ailleurs, comme le fait remarquer la prochaine question, mes épisodes ont maintenant lieu en studio. Et on me demande donc, est-ce que ce n'est pas trop onéreux? Comment est-ce que j'arrive à m'y retrouver financièrement avec tout ça? Et effectivement, 2024 a été la première année où j'ai fait mon premier enregistrement en studio, et s'en est suivi 10 par la suite. Donc sur 26 épisodes de podcasts qui sont sortis en 2024, il y en a 11 qui ont été enregistrés en studio. Et en 2025, je vais essayer de continuer comme ça. En 2025, il devrait donc y avoir 26 épisodes sur 26 enregistrés en studio. Effectivement, c'est pas évident d'un point de vue financier, étant donné que chaque épisode, du coup, me coûte 250 euros juste pour la location du studio. Donc, on ne parle pas du déplacement ou ce genre de choses. Souvent, c'est des épisodes qui se font à Paris, étant donné que c'est là où sont la plupart de mes invités. Donc, je dois me déplacer depuis chez moi, un petit village en Suisse, pour me retrouver à Paris. Et j'essaye de faire des sessions d'enregistrement, de faire 6 ou 9 ou ouais, quelque chose comme ça, une dizaine d'épisodes à chaque fois que je me déplace, peut-être un tout petit peu moins. Et comme ça, ça limite les frais de déplacement, mais malgré tout, ça reste extrêmement cher. Et ouais, plus de 250 euros rien que pour la location du studio par épisode. Et est-ce que du coup, on me demandait aussi dans la question, est-ce que j'arrive à m'y retrouver financièrement? La réponse c'est vraiment pas du tout. Pour vous donner une idée, l'épisode le plus vu de 2024, donc celui avec Stéphane Mallard, qui a dû faire un petit peu plus de 25 000 vues, m'a rapporté en tout 197 euros. Et ça, c'est vraiment l'épisode le plus vu. La plupart des épisodes sont très très loin de m'avoir rapporté autant. Par exemple, dans les derniers épisodes que j'ai sortis, il y a ceux avec Stuart Armstrong, 2 épisodes que j'ai sortis avec lui qui ont très peu fonctionné. Et pour vous donner une idée, chacun de ces épisodes m'a rapporté plus ou moins 5 euros. Donc là, je vous laisse faire le calcul, mais s'il y a 250 euros rien que pour la location du studio, sans prendre en compte le reste des frais, et que l'épisode me rapporte que 5 euros en publicité YouTube, on est clairement extrêmement déficitaire sur ce genre d'épisode. Donc voilà. Après, il faut aussi prendre en compte le fait que j'ai plus ou moins 100 euros par mois sur Tipeee, donc une plateforme de financement participatif qui me permet aussi de payer une partie de ces investissements, mais je suis clairement pas rentable pour l'instant. Donc comme pour les vidéos, ça signifie que je perds de l'argent à chaque épisode, et ça, c'est pas vraiment une solution viable sur le long terme. Il va falloir changer ça en 2025. Et pour ce faire, j'ai pas mal d'idées de sources de financement et de monétisation potentielles. Une d'entre elles que j'ai déjà mis en place, c'est les liens d'affiliation. Typiquement, maintenant, à chaque épisode qui va sortir, vous allez retrouver en description et en commentaire épinglé un lien vers le livre de l'invité. Et si vous achetez le livre à travers ce lien, je toucherai directement une commission. J'ai également mis dans toutes mes descriptions des épisodes une section avec plein de recommandations que je vous fais, dans lesquelles vous retrouverez notamment mes livres préférés sur l'intelligence artificielle, tous les livres que j'ai pu lire au cours de ma vie, tout mon matériel high-tech, plein de liens sur divers logiciels, que ce soit des logiciels de productivité pour enregistrer des podcasts, des VPN, etc. Donc si vous avez besoin de l'une des choses que je viens de citer, vous pouvez regarder ça dans la description, et si vous passez par un des liens que j'ai mis, ça soutiendra directement le podcast. Donc ça, c'est une des voies que que j'envisage, que j'ai mis en place, et qui voilà, fonctionne de plus en plus petit à petit. Ça fait moins d'1 mois que je l'ai mis en place, donc c'est difficile de voir encore vraiment les résultats, mais ça devrait prendre une place peut-être un petit peu plus importante en 2025. En tout cas, si vous souhaitez soutenir le podcast, vous savez que vous pouvez le faire à travers cette nouvelle façon de monétiser. Je suis aussi en train de mettre en place d'autres sources de monétisation pour 2025. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, parce que je pense pas que ça soit très pertinent d'en parler avant qu'elles soient vraiment mises en place, mais vous le verrez.
vous le verrez prochainement, je l'espère. Et en attendant, si vous voulez que ce podcast puisse continuer et puis essayer de réparer un peu le fait que je ne sois absolument pas du tout rentable pour l'instant avec ces épisodes, vous pouvez toujours me soutenir financièrement via des plateformes de financement participatif. Donc je suis sur Tipeee, Patreon et PayPal. C'est les trois plateformes sur lesquelles je suis. Vous retrouvez les liens sous la description de tous les épisodes. Donc si vous voulez me soutenir à ce niveau-là, ça peut être une des façons les plus simples et les plus directes de le faire. Donc je ne peux que vous encourager. Voilà, du coup on a fini la petite foire aux questions. J'ai répondu à la plupart des questions qui m'ont été envoyées. Je vous propose de passer à la deuxième section, l'évolution de mes opinions. L'idée, c'est que chaque année, depuis l'année dernière encore une fois, je note les idées sur lesquelles j'ai changé depuis la fin de l'année précédente. Et donc, à chaque fois, j'ai écrit un mini-texte permettant de présenter mon changement d'opinion, puis ensuite je développerai un petit peu sur chacun des textes, je pense. Donc la première chose sur laquelle j'ai changé d'avis, ce sont les éthiques centrées sur la souffrance. Donc l'année dernière, je me définissais comme un sentientiste, utilitariste, hédoniste total, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Par contre, je me suis un peu penché sur les éthiques centrées sur la souffrance, et j'ai découvert qu'elles présentent des arguments intéressants contre l'utilitarisme total. Ça ne suffit pas pour me convaincre d'y adhérer, mais c'est suffisant pour éveiller mon intérêt. Bon, que veut dire tout ce charabia ? Effectivement, l'année dernière, j'étais scientiste, donc je pensais que quelque part, quels sont les individus qu'il faut prendre en compte moralement, eh bien ce sont les individus sentients, donc ils sont capables d'expérimenter des choses phénoménalement, d'avoir des ressentis internes, d'avoir des émotions que l'on peut affecter positivement ou négativement. Donc ça comprend les humains et la plupart des autres animaux. Ensuite, j'étais utilitariste, hédoniste. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, grosso modo, ce que j'essayais de faire moralement, ou en tout cas ce que je trouve être le mieux, c'est de faire en sorte que ces êtres sentients aient le maximum de bien-être finalement. Que leur bien-être soit le plus élevé possible et leur mal-être, si on peut dire ça, soit le plus bas possible. Et donc ça, c'est l'utilitarisme, mais l'hédonisme, utilitariste hédoniste, signifie que je comprends le bien-être comme le plaisir et la souffrance. Donc mon but, c'était de faire en sorte que ces êtres sentients soient le plus heureux possible et aient le moins de souffrance possible. Et total, ça signifie que je prenais en compte autant la souffrance que le plaisir justement de ces individus. Ça, c'est la théorie morale à quelque part, la philosophie morale à laquelle je souscrivais l'année dernière, et comme je l'ai dit, c'est toujours le cas aujourd'hui. Par contre, durant l'année, j'ai découvert des éthiques centrées sur la souffrance, donc des éthiques très proches de la mienne, mais qui accordent une place plus importante, voire une place vraiment prépondérante à la souffrance par rapport au plaisir. Et j'ai trouvé des arguments très intéressants dans ce genre d'éthique, qui n'ont pas suffi à me convaincre, mais assez pour éveiller mon intérêt. Voilà, j'espère d'avoir réussi à dépoussiérer un peu tout ce charabia, et ne vous en faites pas, les autres changements d'opinion n'auront pas autant de jargon. Donc la deuxième chose sur laquelle j'ai changé d'avis, c'est la méditation. En fait, l'année dernière, j'étais vraiment persuadé des bienfaits généralement attribués à la méditation. Vers le milieu d'année, j'ai même acheté L'Art de la méditation de Mathieu Ricard, avec l'intention de reprendre cette pratique. Cependant, mon point de vue a changé d'avis radicalement après avoir regardé la vidéo de mon ami Orient. Si vous connaissez pas sa chaîne, je vous invite vraiment à aller la regarder. Vous tapez Orient sur YouTube, vous allez trouver sa chaîne qui produit vraiment des vidéos d'une qualité absolument remarquable. Et après avoir discuté avec lui aussi, donc il a produit une vidéo sur la méditation que j'ai regardée, j'en ai aussi discuté avec lui, et après tout ça, je pense désormais effectivement que de nombreux discours sur la méditation, y compris celui de Mathieu Ricard dont j'avais acheté le livre, interprètent vraiment abusivement les données scientifiques et passent au silence certains effets négatifs pourtant documentés de cette pratique. Je ne vais pas rentrer plus en détail que ça. Si vous êtes plus intéressé, je vous renvoie vers la vidéo d'Orient. Une autre chose sur laquelle j'ai changé d'avis, c'est le stoïcisme. Le stoïcisme qui faisait
qui était une philosophie à laquelle j'adhérais quand même vraiment pleinement, et qui m'a guidé pendant très longtemps, enfin plusieurs années en tout cas, que j'ai découvert quand j'avais quoi, 14 ans, quelque chose comme ça, et qui m'avait, ouais, que je trouvais vraiment très très chouette. Et aujourd'hui, je suis un petit peu plus sceptique du stoïcisme, on va dire. Donc encore une fois, je vais vous lire le petit texte qui présente ce changement d'opinion. L'année dernière, j'avais déjà remarqué les dérives possibles du stoïcisme, notamment son apparition, pardon, notamment son inappropriation par les milieux masculinistes et entrepreneuriaux. Ils affirment que le stoïcisme peut aider à gagner plus d'argent et à reprendre le contrôle de sa vie, alors qu'en réalité, cette philosophie prône l'inverse. Elle enseigne qu'il faut accepter le rôle qui nous a été attribué sans chercher à le modifier, car on ne peut pas aller à l'encontre de notre destinée. Cependant, je n'avais pas perçu les problèmes intrinsèques à cette philosophie. Premièrement, le stoïcisme est idéal pour justifier le statu quo, puisqu'il postule qu'il existe un ordre du monde auquel chacun doit se conformer en fonction de sa place. Par exemple, si quelqu'un est esclave, c'est que la Providence l'a voulu ainsi, et son rôle est donc d'être un bon esclave. Deuxièmement, le stoïcisme soutient que nous pouvons contrôler nos états internes, car ils découlent directement de nos représentations, et on pourrait donc choisir de changer ces représentations comme bon nous semble, et de transformer comme ça nos émotions. Mais dans la pratique, ça fonctionne pas. Par exemple, je pourrais changer ma représentation du chocolat pour qu'il ne me paraisse plus du tout appétissant et que je cesse de le désirer, mais ma simple volonté ne suffirait pas pour y parvenir. Donc il me semble en fait que cette philosophie véhicule une vision assez malsaine des opinions, dans le sens où elle est impossible à atteindre et ne correspond pas à ce qu'on sait de comment fonctionnent nos désirs et nos émotions aujourd'hui. Donc, je pense avoir fait le tour des principaux points. Il y a certainement d'autres choses, d'autres critiques à formuler, mais ça me semble vraiment être les deux points les plus importants. Ensuite, une autre chose sur laquelle j'ai changé d'avis, qui vraiment m'a quand même pas mal affecté émotionnellement, je dirais, en 2024, c'est ce que j'ai appelé la banalité du mal. Pardon. L'année dernière, je savais déjà que le monde était violent par bien des aspects. Mais cette année, j'ai été frappé par la rapidité avec laquelle les idéologies responsables de cette violence se sont infiltrées dans l'esprit de tous. Deux d'entre elles m'inquiètent particulièrement, le complotisme et le fascisme, l'une menant souvent à l'autre. Dans mon entourage, j'ai vu des gens sombrer progressivement dans ces idées à divers degrés. On oublie souvent la banalité du mal. On croit que si le monde va mal, c'est à cause de monstres. Mais les pires criminels de l'histoire ne sont pas si différents de vous et moi. D'un point de vue plus global, toutes les digues ont cédé. Sur les réseaux sociaux, comme dans les médias, on assiste à une inversion totale de la réalité. Les victimes deviennent les bourreaux, les mots perdent leur sens, le vrai se confond avec le faux, et chacun haït ceux qui pensent différemment. Je pense que le texte en dit assez, j'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus. Une autre chose sur laquelle j'ai changé d'avis, il me semble que c'est l'avant-dernière, c'est l'ostéopathie. L'année dernière, je savais déjà que l'ostéopathie avait un caractère pseudo-scientifique, mais je pensais malgré tout qu'elle apportait plus de bienfaits que de problèmes. Mon opinion a changé après avoir regardé la vidéo de mon ami Orion Shun sur le sujet. J'ai pris conscience des nombreuses dérives problématiques qu'elle peut engendrer et de sa proximité avec d'autres pseudosciences. Donc là, de la même manière qu'avec la méditation, c'est une vidéo d'Orient qui m'a fait changer d'avis sur le sujet. Et donc je vous renvoie encore une fois vers sa vidéo sur ce sujet en particulier si vous voulez en savoir plus. Finalement, dernière chose sur laquelle j'ai changé d'avis, c'est le libre arbitre. En fait, l'année dernière, je pensais que le libre arbitre n'existait pas. Et aujourd'hui, je me rends compte que la définition que j'avais du libre arbitre était vraiment métaphysique et qu'elle ne correspond pas à celle qu'on utilise au quotidien. Quand on parle de libre arbitre, il s'agit souvent d'autodétermination dans ses choix et ses actions. Par exemple, une personne qui se bat pour son droit à l'avortement ou pour vivre son orientation sexuelle revendique une forme de liberté concrète. Et donc, typiquement, dans ce genre de contexte, lui dire qu'elle n'est pas libre parce que le libre arbitre métaphysique n'existe pas serait vraiment hors de propos. Donc,
finalement, j'ai moyennement changé d'avis, parce que je pense toujours qu'il n'y a pas de libre arbitre au sens métaphysique, mais je ne crois plus à je crois plus que la définition de libre arbitre qu'on utilise au quotidien, la définition de la liberté qu'on utilise au quotidien, soit cette dimension métaphysique. Et donc ça me semble important comme changement de perspective finalement, parce que ça amène à des choses très concrètes dans la vie de tous les jours. Donc voilà, ça c'était un petit peu on a passé en revue voilà différentes choses sur lesquelles j'ai pu changer d'opinion. Finalement, on passe à la dernière section de ce podcast, qui est un bilan et bilan 2024 du coup, et le futur, qu'est-ce qui va se passer en 2025 pour le grand projet Le Futurologue, donc ma chaîne YouTube, mon podcast et tous les autres réseaux sociaux. Déjà, commençons par le bilan. Et oui, que s'est-il passé en 2024 ? Eh bien, en 2024, j'ai sorti 26 épisodes sur ce podcast, dont 11 en studio et 1 en public. Et oui, ça je ne vous l'ai pas dit, vous l'avez peut-être vu sur mon podcast, mais j'ai enregistré un épisode en public dans un bar à Paris qui s'appelle le dernier bar avant la fin du monde. Donc un choix de lieu particulièrement adapté en plus au sujet qu'on a traité, puisqu'il parlait des risques existentiels de l'IA, cet épisode. Et c'était vraiment très très chouette comme expérience. Et puis les épisodes en studio sont vraiment très très chouettes aussi, n'empêche. Ils me permettent de rencontrer physiquement la personne que j'interviewe. Ce qui est toujours quand même un sacré plus par rapport à simplement enregistrer ça à travers un écran. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir continuer à ce rythme en 2025. Il me semble que, oui, du coup en 2024, je disais, j'ai fait 26 épisodes de podcast et j'aimerais continuer à publier. Donc ça fait un épisode toutes les 2 semaines en 2025. Et des épisodes toujours centrés sur l'intelligence artificielle. En 2023, j'avais publié, et les années précédentes, 2022 et 2023 notamment, j'avais publié des épisodes qui parlaient de plein d'autres sujets. Je ne m'étais pas cantonné à l'intelligence artificielle, mais là, à partir de... c'était quoi, plus ou moins février-mars 2024. À partir de ce moment-là, je n'ai plus parlé que d'intelligence artificielle, et je pense continuer sur cette lancée, que ça soit... sur mon podcast, mais aussi sur les autres réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, etc. Je me spécialise vraiment là-dessus pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. Ça me paraît être un enjeu particulièrement urgent qui pourrait toucher beaucoup de personnes et sur laquelle il y a des choses à faire. Et extrêmement négligé aussi. En français, comme je l'ai dit, il y a très très peu de ressources. Donc je vais continuer sur ce thème. J'ai toujours des projets sur d'autres thématiques que j'aimerais explorer, mais ce n'est pas pour tout de suite. Ensuite, d'un point de vue du nombre d'écoutes, cette année, j'ai fait 125 378 écoutes. Donc, c'est vraiment génial. En vrai, j'en suis vraiment très très content. Ça fait quand même 4 fois plus d'écoutes qu'en 2023 et 20 fois plus d'écoutes qu'en 2022. Donc, c'est une... explosion des différentes écoutes quoi. J'en suis vraiment très très content. Ça fait donc un x5 entre 2022 et 2023 et un x4 entre 2023 et 2024. J'espère pouvoir continuer sur cette lancée-là. Si ça peut rester exponentiel de la sorte, ça serait vraiment magnifique. Ça voudrait dire qu'on ferait plus ou moins 600 000 écoutes, entre 500 et 600 000 écoutes en 2025. On va essayer de faire ça. Je ne sais pas à quel point c'est atteignable, mais en tout cas, c'est l'objectif que je me fixe, de continuer sur cette magnifique courbe. Et j'en suis vraiment très très content. Beaucoup de nouvelles personnes. Et d'ailleurs, ça se reflète aussi sur les abonnés sur cette chaîne YouTube de podcast, étant donné que sur YouTube, justement, le podcast était fin 2024 à 3740 abonnés, donc 5 fois plus qu'en 2023 et 30 fois plus qu'en 2022. Donc là aussi, vraiment une explosion de l'audience en 2024, pardon, je me mélange dans les dates. Donc là aussi, j'en suis vraiment ravi. Vous êtes largement plus nombreux et j'espère que ça va continuer ainsi. En tout cas, bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles.
Un autre domaine qui a particulièrement bien fonctionné, c'est tout ce qui est Shorts, Reels et TikTok, donc des vidéos courtes de 30 secondes, enfin, ouais, ça dépend. En tout cas, de moins de 3 minutes, et verticales, que je publie un peu sur ces différentes plateformes, donc notamment YouTube, Instagram, TikTok et aussi d'autres. Mais en tout cas, si je fais le cumul de tous les épisodes, tous les Reels, tous les Shorts, tous les TikTok sur ces trois plateformes que j'ai publiés en 2024, on arrive quand même à un total de plus de 5 millions de vues, presque 6 millions de vues. Donc c'est vraiment énorme, je ne m'attendais pas à atteindre un tel nombre de vues, quoi. C'est vraiment fou. En tout, j'ai publié 25 shorts. Donc, quand j'ai dit shorts, c'est vraiment shorts, reels et TikTok, hein. Euh, et, euh, et donc voilà. Enfin, non, je me souviens plus ce que j'ai dit. J'ai dit que j'en avais publié 25. J'en ai publié 85. Donc, donc presque 6 millions de vues pour 85 shorts. J'en suis vraiment très content. Voilà, je pense qu'il y a assez de traits. Mais je m'attendais vraiment pas à ça, hein. C'est 120 fois plus qu'en 2023. Donc c'est vraiment énorme. Euh, la plupart de ces shorts ont été des extraits de podcast. J'ai aussi essayé de faire quelques shorts originaux, disons, qui sortent de nulle part, mais ça n'a pas trop fonctionné. Ce qui a le mieux fonctionné, c'était les extraits de podcast, et en plus, ça me demande beaucoup moins de temps de mon côté. Donc voilà. Je pense que je vais continuer en 2024 à en publier. Euh, je vais essayer d'en publier plus ou moins le même nombre. Ça prend quand même pas mal de temps. Et ben, c'est cool, hein, ça fait beaucoup de vues. Mais ça me rapporte pas grand chose non plus. C'est-à-dire que bah, financièrement, aucune de ces plateformes me paye. Enfin, si YouTube me paye, mais enfin, le revenu des shorts est vraiment dérisoire, hein. Dérisoire. Sur TikTok, j'ai pas encore la monétisation. Et sur Insta, il n'y en a pas du tout, il me semble. Donc voilà, c'est des vues qui servent pas à grand chose d'un point de vue financier. Et je sais pas à quel point elles sont vraiment utiles. C'est-à-dire que même 1 million de vues sur ce genre de plateforme, je sais pas si ça équivaut à 100 000 vues sur YouTube, quoi. Avec en plus des épisodes longs d'1 heure et demie que je publie. Euh, Clairement, c'est les vues qui sont. C'est les gens, finalement, quand ils regardent ces vidéos, sont beaucoup moins impactés par ce que je vais dire que s'ils regardent un épisode entier. Donc, je pense pas que ça s'équivaut. Cela dit, je pense quand même que je vais continuer, voilà, à en publier quelques-unes de ces vidéos en 2025. Pour ce qui est de ma chaîne principale, du coup, le Futurologue, comme je l'ai dit juste avant, j'ai publié 2 vidéos sur cette chaîne YouTube. Et au total, sur l'ensemble de 2024, j'ai fait 22 000 vues. Donc c'est pas énorme, sachant que ces 22 000 vues, ça prend aussi en compte toutes les vidéos que j'ai publiées par le passé et qui continuent à faire des vues aujourd'hui. Donc c'est pas juste les 2 vidéos que j'ai publiées cette année, c'est vraiment toutes les vidéos, l'ensemble des vues que j'ai fait sur 2024, y compris les vues qui viennent de vidéos que je n'ai pas publiées cette année. Donc voilà, je m'attendais à ce que certaines, enfin notamment la première vidéo que j'ai publiée en 2024 fonctionne un peu mieux, mais bon, on verra ce que ça donne par la suite. J'ai pas mal d'idées pour améliorer vraiment ces vidéos d'un point de vue qualitatif, autant d'un point de vue du fond que de la forme. Donc on verra ce que sera 2025. Comme je l'ai dit, mon objectif c'est de publier 6 vidéos. Donc 6 vidéos et des vidéos aussi beaucoup plus travaillées. Donc on verra ce qui se passe à ce niveau-là. Sinon sur le podcast, n'empêche, pas mal de choses ont changé hein, depuis l'année dernière. Celle qu'on a déjà mentionnée, le fait que maintenant les épisodes sont enregistrés en studio, mais aussi plein d'autres choses en vrai. Par exemple, j'ai enlevé le générique d'intro qui prenait pas mal de temps pour pas grand-chose. J'ai essayé de mettre un teaser sur certains des épisodes avec les extraits choc un peu de l'interview au tout début. J'ai aussi amélioré la couverture du podcast, j'ai testé de nouveaux styles de miniatures, j'ai essayé de m'améliorer aussi dans ma posture face aux invités, mieux rebondir, avoir moins d'hésitation quand je parle avec eux ou ce genre de choses. J'ai pas mal modifié les descriptions des épisodes aussi pour que ça soit plus simple pour vous de vous y retrouver. J'ai aussi mis en place un formulaire de feedback que vous trouvez dans toutes les descriptions. Donc si vous avez des idées d'invités que je peux avoir, des choses que vous pensez que je pourrais améliorer,
que ça soit lié à mon travail, à moi-même, à quoi que ce soit, vous avez un feedback à me faire, et ben vous pouvez le faire de façon totalement anonyme en passant par le formulaire en description. Et comme ça, ça fait que vous n'avez pas un peu de pression sociale. Vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez, je ne saurai pas qui vous êtes. Donc si vous voulez le faire en tout cas, je lirai bien sûr chacun de ces feedbacks et je les prendrai en compte, en tout cas je prendrai en compte les plus pertinents. Donc avec grand plaisir si vous voulez le faire, c'est en lien dans chacune des descriptions. Sinon, bah voilà, il y a encore beaucoup d'autres choses que j'ai changées en vrai en 2024. Euh, je vais continuer à expérimenter en 2025. J'ai déjà quelques idées de choses à mettre en place pour améliorer les prochains épisodes. J'ai hâte de vous montrer tout ça. J'ai hâte d'avoir vos retours sur les épisodes que je suis en train de préparer à l'instant. Et ouais, je me réjouis de voir tout ça. Une chose très importante quand même qui a changé en 2024 aussi, c'est la proportion de femmes sur le podcast en tant qu'invitées. Euh, dans le bilan de l'année précédente, j'avais dit que je voulais essayer d'avoir une femme tous les 3 épisodes. Et c'est vraiment un truc que j'ai pas du tout réussi à maintenir. C'est-à-dire que c'était une sorte de quota qui était déjà très difficile à tenir lorsque je parlais aussi d'autres sujets sur mon podcast, comme d'écologie et d'antispécisme, qui sont pourtant des milieux dans lesquels il y a largement plus de femmes. Mais maintenant que je me suis centré sur la technologie et plus spécifiquement l'intelligence artificielle, c'est extrêmement dur de trouver des intervenantes de qualité sur ces sujets. Et théoriquement, je pourrais poursuivre le quota que je m'étais fixé d'une femme tous les 3 épisodes, mais ça voudrait aussi dire inviter des personnes largement moins connues du coup sur le podcast. Euh, et donc ça diminuerait à la fois l'impact des épisodes, étant donné que moins de gens les verraient, puis à la fois ça diminuerait la rapidité finalement de progression de ma chaîne YouTube. Donc, ouais, c'est vraiment pas évident. Et pour vous dire, là, sur les 26 épisodes de 2024, il y en a que 2 où j'ai invité des femmes. Donc, c'est vraiment une proportion absolument catastrophique, hein. Euh, je vais quand même essayer d'améliorer ça un peu en 2025, d'inviter plus de femmes. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment pas évident. Et je sais pas à quel point les conséquences seraient vraiment positives lorsqu'on prend l'ensemble des conséquences qu'il pourrait y avoir. Bien sûr, le fait que ça soit des femmes, ça me tient à cœur, voilà, de mettre en avant plus de femmes dans ce milieu qui est vraiment excessivement masculin, c'est terrible. Mais en même temps, bah, ça a des conséquences concrètes sur le podcast et l'impact que les épisodes peuvent avoir. Donc vraiment pas évident en vrai d'arbitrer tout ça. Je serais vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez un avis sur qu'est-ce que je devrais faire à ce niveau-là. Avec grand plaisir. Franchement, je ne sais trop quoi faire. Parce que, enfin vraiment, c'est un truc qui me tenait à cœur. Je trouve vraiment triste qu'il y ait aussi peu de femmes mises en avant. Et maintenant, j'ai un peu l'impression de participer à ça. Quasiment malgré moi, quoi. Donc je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et j'essayerai de m'ajuster en fonction de ça. Sinon, une autre chose, j'ai créé un serveur Discord. Donc, si vous voulez venir échanger avec moi ou d'autres membres de la communauté, vous êtes le bienvenu. Ça fait partie des liens que vous trouvez en description de chaque épisode. Donc, avec grand plaisir, on se partage des trucs marrants sur l'intelligence artificielle, des actualités. On discute des épisodes qui sont sortis. Donc, avec grand plaisir. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre, vous savez que vous êtes les bienvenus. Pour l'instant, je crois qu'on est 63 membres, donc ça va, c'est un petit comité. Et tout le monde est très cool, donc en tout cas, vous savez que c'est ouvert. En 2024, je me suis aussi lancé sur de nouveaux réseaux sociaux, notamment Blue Sky et Facebook, sur lesquels je n'étais pas du tout présent avant. Ce qui fait que maintenant, je suis vraiment présent partout, sur tous les réseaux sociaux, à part Snapchat. Je sais pas si je devrais m'y mettre, vous me direz, mais je doute d'avoir une audience potentielle très haute sur Snapchat.
Cela dit, sur vraiment, franchement, il y a très 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 peu de réseaux sociaux. En tout cas, tous les principaux réseaux sociaux, j'y suis quoi. Donc vous pouvez y aller encore une fois dans la description et il y a la liste là avec tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis, elle est énorme. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Ben que en 2024, c'est des réseaux sociaux qui montent gentiment mais sûrement, voilà, quelques centaines d'abonnés par-ci par-là. Et c'est plutôt chouette. En vrai, je m'attends pas à ce que ça explose sur ces plateformes, étant donné que je produis pas vraiment de contenu adapté et original pour celle-ci. C'est possible qu'en 2025, je commence à publier quelques textes. Je verrai, avoir une stratégie peut-être un peu plus structurée à ce niveau-là, histoire ben, de commencer à faire un peu plus de vues et d'abonnés sur ces autres plateformes. C'est possible, c'est possible. Bah, abonnez-vous à toutes ces plateformes et puis vous verrez bien si je sors de nouvelles choses en 2025. Mais étant donné que 2025 c'est quand même 12 mois et 52 semaines, il est fort probable qu'il y ait quelques nouveautés à ce niveau-là. Donc si vous voulez les suivre, vous êtes les bienvenus. Une dernière chose, c'est la dernière chose que je vais mentionner qui a changé cette année, c'est quand même que j'ai fait beaucoup plus d'interventions. Et par intervention, j'entends beaucoup de choses différentes. Déjà, j'ai animé beaucoup plus d'interviews. Donc, au-delà des interviews que j'ai fait pour le Futurologue podcast, j'en ai aussi fait pour la chaîne YouTube de l'Association française transhumaniste en public à 2 reprises avec Vincent Billard et Frédéric Balmont. Donc c'est des vidéos que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne YouTube de l'Association française transhumaniste. Et une fois, on a discuté avec Vincent Billard de transhumanisme et d'handicap. Et puis une fois, avec Frédéric Balmont, on a discuté du transhumanisme et de la mort. Donc si vous voulez découvrir tout ça, ben, c'est aussi des interviews que j'ai menées en public. C'était très très chouette. Et qui sont dispo. Une autre chose que j'ai faite en 2024, donc dans la continuation des interventions, c'est notamment une conférence que j'ai d'ailleurs diffusée sur cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à le faire. C'était ma toute première vraie conférence, disons, conférence d'une heure 50, je crois que j'ai fait un truc comme ça. C'était une longue conférence qui explorait le futur et les dangers de ChatGPT. Et d'ailleurs, c'est assez fou, hein. Enfin, même quelques mois après cette conférence, si vous la re-regardez, vous allez voir que certaines choses que je prédisais à l'intérieur c'est déjà le cas maintenant. Franchement, je suis plutôt content de cette conférence et je pense qu'elle va bien vieillir. J'ai fait des prédictions plutôt pertinentes à l'intérieur, que ce soit d'un point de vue des risques qu'on commence à voir apparaître, certains risques que je mentionnais, qui étaient encore hypothétiques à l'époque, et certaines améliorations en capacité que je mentionnais aussi. Pour l'instant, un plutôt bon track record dans mes prédictions, je dois dire. Donc voilà, je vous invite à regarder ça. Et franchement, je suis vraiment très content de l'avoir faite, hein. Ça s'est super bien passé, le public était vraiment très content et j'ai reçu des feedbacks positifs autant de néophytes qui n'y connaissent rien à l'intelligence artificielle que d'experts dans le domaine. Qui écrivent le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Et dans les deux cas, j'ai reçu des retours hyper positifs de ces deux catégories, ce qui me fait vraiment d'autant plus plaisir, quoi. Parce que c'est pas toujours évident de faire un truc qui puisse en même temps être assez rigoureux pour les spécialistes et en même temps assez grand public, quoi. Donc je suis vraiment très content de ça. Et finalement, pour finir dans cet onglet des apparitions, des interventions, bah, j'ai fait 7 interviews sur le web. Donc je me suis fait interviewer 7 fois cette année. C'est vraiment trop cool en vrai. Ça fait plus d'une fois tous les 2 mois. Donc c'est vraiment énorme en vrai par rapport à l'année dernière. L'année dernière, j'en ai fait qu'une, je crois. Donc donc ça fait 7 fois plus quand même. J'espère que ça va continuer en vrai en 2025. C'est des trucs que j'apprécie beaucoup faire. Je m'améliore en vrai pas mal quand même. Euh, je fais rien de particulier pour en avoir de plus en plus. Je pourrais le faire, mais c'est pas mon objectif principal pour l'instant. Donc voilà, je cherche pas à être interviewé particulièrement. J'essaye encore de m'améliorer
notamment sur le fond du sujet, vraiment bien comprendre, trouver de meilleures métaphores, mieux expliquer, etc., avant de pouvoir vraiment lancer une grande campagne d'interview. Mais c'est un truc qui se fera une fois, et en attendant, toutes les demandes que je reçois, j'y réponds favorablement. Donc si vous voulez m'interviewer par ailleurs, que vous écoutez ça, que vous avez un podcast ou autre, avec grand plaisir. Et en fait, que ça soit pour les animations d'interview, pour la chaîne de l'Association française transhumaniste, ou pour mes interviews, les gens qui m'ont interviewé sur d'autres chaînes, etc. Tout ça est retrouvable dans une playlist que j'ai créée sur ma chaîne YouTube principale, mais qui est aussi accessible à travers ma chaîne YouTube de podcast. Si vous allez sur ma chaîne YouTube de podcast et que vous allez dans l'onglet Accueil, que vous défilez, vous allez voir un truc qui s'appelle Mes interventions. Et là, ça regroupe vraiment toutes les vidéos d'autres chaînes YouTube sur lesquelles je suis apparu. Et donc, notamment, toutes celles que j'ai mentionnées et les 7 interviews que j'ai données cette année, si vous voulez les voir. Et un autre truc que j'ai fait aussi, c'est d'animer des interviews pour The Flares, co-animer des interviews. Donc, The Flares, qui est une chaîne YouTube qui s'intéresse à la prospective de façon plus générale. Et puis j'ai collaboré avec Gaëtan, qui est derrière la chaîne, pour faire 2 interviews, il me semble, que j'ai co-animé avec lui cette année, sur divers thèmes. Je me souviens plus des personnes qu'on a interviewées cette année, mais encore une fois, ça c'est aussi une chose que vous allez pouvoir retrouver dans la playlist dont je vous parlais. Donc si tout cela vous intéresse, que vous n'avez pas encore vu passer ça, vous pouvez les consulter. Je pense que ça pourrait vous intéresser. En tout cas, si vous appréciez les épisodes sur cette chaîne, c'est quasiment certain que vous allez apprécier ces différentes interventions que j'ai pu faire en 2024 également. Donc voilà, quand même beaucoup de choses qui se sont passées en 2024. Ça a été une année bien chargée, beaucoup plus qu'en 2023 par ailleurs. Beaucoup de choses se sont passées, des statistiques notamment pour le podcast et pour les shorts qui sont vraiment excellentes. J'en suis vraiment très très content. Maintenant, clairement, j'arrive pas encore à vivre de tout ça, et je vais essayer de le faire en 2025. Je vais essayer vraiment de faire de 2025 un tournant important dans ma vie, aussi bien professionnel que personnel d'ailleurs. Beaucoup de choses se préparent. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Et puis, je tiens quand même à vous remercier, voilà, d'être de toujours plus présent. Vous êtes de plus en plus nombreux, et certains me suivent depuis le tout début, alors que les premiers épisodes étaient quand même assez catastrophiques. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Par ailleurs, je tiens à adresser un message à toute cette communauté d'auditeurs et d'auditrices silencieux et silencieuses. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire, à dire un petit bonjour, j'écoute tes épisodes. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des vrais gens qui m'écoutent derrière, et que je ne fais pas ça dans le vent. Donc n'hésitez pas à vous signaler, ça me fait toujours un grand plaisir. Par ailleurs, cette année j'ai reçu plusieurs dizaines en vrai de messages de remerciements pour mes épisodes et plus généralement le contenu que je peux recevoir. Donc ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Je suis très content de cette aventure qu'on est en train de créer ensemble. Clairement, je pense que cette histoire ne fait que commencer, et j'espère que vous serez là pour voir la suite. En tout cas, on se retrouve dans un format tout aussi intimiste l'année prochaine, a priori. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.